Nous sommes le mardi 18 février 2020, il sonne 11h et nous sommes au rendez-vous pour vous servir le club de la presse. À la technique, Vitogbe Koko Michel Tomega et Géraud Dakucha, ici au micro, Kodjo Tete Innocent Saskaou et ses confrères invités. Merci à vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde entier, en Afrique et sur le territoire, le Dénigba national. Cette émission, nous la dédicassons en saluant amicalement et fraternellement, en exprimant notre bienveillante gratitude à un ami fidèle auditeur du Club La Presse. Il s'appelle Jean-Marie Kofi Tessier. C'est le directeur général de GTA Assurance. Merci à vous. Bonjour Kofi Jean-Marie. Eh bien, autour de la table, Isidore Sassou Atialo Akolo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les confrères, les invités autour de la table et bonjour à toutes et à tous. Merci. Primus Dotier Genou Arlidja, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices et chers amis auditeurs et à ceux qui sont dans le maillot de l'équipe nationale allemande. Oui, merci de trahir ce petit secret-là. Eric Hugues Johnson, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditeurs, auditrices de Canal, chers invités, bonjour. Merci. À propos de ce que Primus dit, il y a quelqu'un dans ce studio, vous connaissez son amour pour la culture allemande et pour le football allemand. Et ce soir, il y a le Borussia Dortmund qui joue contre Paris Saint-Germain. Il a cherché, il n'a pas trouvé de maillot à l'effigie de Dortmund. Donc, il a arboré le maillot de la Mannschaft. Devinez qui, dans ce studio, est fou de cette culture et de ce sport. Alors, ça, rapidement, la pensée du jour, c'est Søren Kierkegaard qui a écrit qu'on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, mais on ne peut vivre la vie qu'en regardant en avant. Encore une fois, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, mais on ne peut vivre la vie qu'en regardant en avant. C'est Søren Kierkegaard. Ça rejoint une sagesse africaine. Qui dit que si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir là où tu vas. L'un ou l'autre. À défaut de savoir d'où tu viens, il faut savoir au moins où tu vas. Et quand tu ne sais pas où tu vas, au moins rappelle-toi d'où tu viens. Eh bien, j'ai deux amis invités dans ce studio, mais avant de les présenter, on pourrait presque dire que Goethe revient dans sa maison et s'expose. Goethe revient dans sa maison et s'expose. Comme vous voulez, cela nous est inspiré par ce petit article à la page 2 de l'Union pour la Patrie qui écrit Goethe Institute. Ouverture ce soir de l'exposition collective Nexus. Vous savez que pour un bâtiment voisin qui a mis en danger l'Institut, Goethe a été délocalisé. Cet exil forcé a duré 18 mois, mais depuis le début de l'année, le Goethe Institute a réintégré sa maison et s'expose à vous à partir de ce soir par un vernissage qui s'en suivra, qui sera suivi d'une exposition. Pour en parler, nous avons le privilège d'avoir dans ce studio M. Edem Mathiobé. Bonjour. Bonjour Sass. C'est le directeur de l'Institut Goethe du Togo qui nous fait vraiment l'honneur, le privilège de se déplacer en personne dans ce studio pour nous dire, monsieur le directeur, que Goethe est vraiment revenu dans sa maison. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, le 1er juin 2018, les locaux de l'Institut à Koketimé
au Grand Marché était devenu inaccessible au public. Et pendant 18 mois, nous étions obligés de nous délocaliser, ce qui a eu un impact sur les activités de l'Institut, en ce sens que les manifestations culturelles étaient réduites et devraient avoir lieu à différents endroits dans la ville de Lomé. Mais depuis le début de cette année, 2020, nous sommes de retour dans les locaux à Sigamé, et pour marquer l'événement, nous avons choisi le jour d'aujourd'hui pour procéder au vernissage d'une exposition spéciale avec une quinzaine d'artistes du Togo. Donc l'exposition intitulée Nexus a pour commissaire Monsieur Cham, Monsieur Eric Wananou, plus connu sous le nom de Cham. Et l'exposition aura donc lieu, le vernissage de l'exposition aura donc lieu ce soir à partir de 19h au Goethe Institut, au Grand Marché. Et cette exposition sera ouverte par son Excellence Monsieur Matthias Weltin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. Eh bien, Goethe qui revient dans sa maison toujours aussi belle parce que de plus en plus vieille, et Goethe qui s'ouvre au grand public ce soir par un vernissage qui sera suivi d'une exposition. C'est ce soir à 19h. Alors, au menu des artistes, il y a des grands noms comme Kossi Assou, comme Soke Edo, comme Sabine Medopo, comme Amevi Omao et comme Eric Onanou Cham, le consultant art du Club La Presse. Cham, je suis heureux de vous retrouver dans ce studio. Et moi donc, c'est pour moi l'occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont autour de la table. C'est un plaisir de retrouver le Club de la Presse. Je n'y étais plus physiquement depuis un moment, mais je suis avec vous de cœur et d'esprit, en tout cas tous les jours de lundi à vendredi. Eh bien, vos tableaux seront exposés durant jusqu'au 20 mars, mais vous êtes en plus le commissaire de cette exposition, comme le directeur vient de le dire. Oui, c'est un plaisir. Ça fait un moment que j'ai cet honneur de travailler avec le Goethe. Et donc, ça a été un plaisir pour le retour du Goethe dans ces locaux d'avoir cette responsabilité de pouvoir organiser le travail de l'exposition, puisque le travail du commissaire, c'est celui qui réfléchit sur la mise en commun de tous les talents et organise physiquement et intellectuellement l'exposition. Donc oui, tout à l'heure, tu as cité des noms importants. Tu as cité Kossi Assou, qui est l'un des grands monuments des arts visuels dans notre pays et sur le continent, qui parcourt la planète. Tu as cité Soke Edo, qui malheureusement n'a pas pu nous joindre. Soke Edo, qui fut mon camarade de lycée au lycée de Tchévier. D'accord. Et puis, Amevi Omao, il y a d'autres grands noms sur l'affiche, Laka, Gustave Djonda, et il y a plusieurs femmes. Pour ce cours, on a plusieurs femmes dans cette exposition. Sika Akpalo, Amevi Omao, tu l'as cité tout à l'heure, Sadbin Medopo, Maël Ayanou. Donc voilà, qui forment le nexus de cette exposition, nexus de ce terme qui désigne cette convergence de différents éléments qui se rassemblent. Donc voilà la substance de l'exposition. Alors si vous demandez comme commissaire de l'exposition, bien au directeur, qu'est-ce qui vous a conduit à sélectionner ces artistes dont certains sont vraiment des monuments de l'art visuel plastique au Togo, monsieur le directeur? Ou bien plutôt la question, commissaire? Oui, en fait, nous avons voulu faire une exposition collective et nous avons fait appel à deux collectifs d'artistes et ensemble avec le commissaire et son assistant, nous avons sélectionné ces artistes et qui sont sur la liste. La plupart de ces artistes ont déjà eu à exposer individuellement ou collectivement au Goethe Institut et nous avons pensé, entre-temps, pendant 18 mois, l'Institut était fermé. Or, ils ont continué à travailler, ils ont créé des œuvres qu'ils aimeraient bien présenter au public. Et pour nous, c'est une façon de les remercier pour le soutien au cours de ces 18 mois, en leur donnant l'occasion de venir présenter les œuvres qu'ils ont créées pendant que nous étions fermés. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier également tous les autres partenaires qui, pendant ces 18 mois, nous ont permis d'assurer un service minimum.
Et Cham, Eric Onanou, vos tableaux qui seront exposés à l'Institut Goethe jusqu'au 20 mars, on pourra venir les admirer, également éventuellement les acheter? Oui, éventuellement, non, pas éventuellement, surtout les acheter, parce qu'il faut soutenir les artistes qui exposent. Vous savez, le domaine des arts visuels est tel que c'est un domaine spécifique. Pour un artiste musicien, vous allez à un concert, vous payez les entrées, le théâtre pareil, mais nous, les expositions sont gratuites et nous vivons de la vente des arts, de nos œuvres. Donc, il faut aller soutenir ces artistes. C'est des œuvres magnifiques qui sont collectionnées, des artistes qui sont collectionnés un peu partout dans le pays, sur le continent et dans le monde pour certains d'entre eux. Et il est très important qu'aujourd'hui on puisse retrouver cette expression de l'intelligence et des émotions togolaises à l'intérieur de nos maisons. C'est des œuvres qui sont accessibles. Côté prix, tout le monde peut acheter une œuvre d'art. Ça dépend de quel est le regard on porte effectivement sur la création artistique. Merci. Ce vernissage ce soir à 19h, mais l'exposition sera ouverte jusqu'au 20 mars. Nous y ferons un tour, comme nous allons faire un tour dans le Togo profond et partager ce vieux constaté qu'un ami tient à communiquer avec nous. Bonjour. Alors bonjour Saf, bonjour aux auditeurs de Canal FM. Eh bien, vous avez un vieux constaté que vous voulez partager avec nous. Notre vieux constaté porte sur le phénomène de raquettes qui se déroule sur la route de Lomé et Palimé, la nationale numéro 2. Lomé-Palimé, et vous dites que vous avez constaté, vous avez été victime vous-même de raquettes. Alors, qui raquette qui sur ce tronçon? Voilà. Depuis un moment, il y a eu une forte augmentation de la sécurité sur la route Lomé-Palimé. Et déjà, lorsque on quitte, on arrive au niveau du péage de Zanguera, il y a des policiers là-bas qui ont mis une barrière. Là-bas, il faut faire pied à terre. Lorsque vous quittez, là, vous arrivez au niveau de Nouépé. Vous avez au rond-point de Nouépé les gendarmes qui sont à ce niveau également. Eux, ils se chargent des conducteurs, normalement qui devaient vérifier les papiers des conducteurs. Et si, par exemple, vous prenez la route, c'est-à-dire le nouveau contournement, la route de la CEDEAO, comme quoi vous allez vers Agoué, il y a un autre poste là-bas qui également fait pied à terre, qui vérifie les pièces d'identité. Maintenant, quand vous avancez légèrement, vous arrivez au niveau de, comment l'appelle-t-on, et vous arrivez à Bagbé peut-être? Au niveau de Bagbé, voilà, Bagbé, il y a à l'espace de 1,5 km, vous avez 3 postes de contrôle. Il y a les militaires, les gendarmes et puis le poste régulier qu'il y a au niveau de Bagbé. Et au niveau des gendarmes, quand vous dépassez le premier poste des militaires, c'est des gendarmes, eux, ils contrôlent également les pièces d'identité, donc avec pied à terre, avant d'arriver à Tonou, où il y a un dernier poste. Seulement, ce qui est effroyable sur cette voie, c'est que quand vous êtes dans le taxi, et vous constatez que les taximans, pratiquement, à chaque poste, surtout les postes de gendarmerie, ils doivent y laisser quelque chose de l'argent. Pratiquement rien n'est contrôlé comme pièce. Et c'est ouvert, ils disent, on va revenir, je vais revenir et autres. Et quand vous constatez, vous faites le calcul avec les transporteurs, les chauffeurs, et vous constatez que c'est souvent par 1000 francs par endroit, surtout lorsqu'on fait de la surcharge. Vous savez que sur ce tronçon, il y a 4 personnes, les véhicules de 5 places prennent 4 personnes derrière et 2 devant. Donc, quand vous questionnez les chauffeurs, ils nous disent non, que, au fait, quand nous prenons 4 personnes régulièrement, déjà, ça leur fait 8000 comme recette en aller. Alors qu'ils ont besoin, par exemple, d'un montant de carburant de 6000 en an. Donc, avec 8000, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, ils sont obligés de faire de la surcharge, n'est-ce pas, et pour pouvoir compenser et ce qu'ils donnent, n'est-ce pas, aux agents de force de l'ordre
et la charge de carburant. Eh bien, donc à ce jeu-là, c'est finalement les passagers qui paient doublement le prix. Ils sont pris en surcharge et c'est eux qui paient, qui aident les conducteurs à payer leur raquette. Effectivement. Je vais vous dire quelque chose de très effroyable. On était lors d'un voyage, on était au niveau de Tovegan et il y a un monsieur qui voudrait prendre la voiture pour à Vitonou. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a supplié le chauffeur que chauffeur, j'ai seulement 200. Moi, j'étais seul devant. Il y avait déjà 4 personnes derrière. On dit de rentrer. Le chauffeur lui demande de rentrer. Il dit non, il va rentrer par derrière. On dit non, il y a déjà 4 personnes derrière. Si vous rentrez, ça fait 5. Donc, restez avec le monsieur qui est devant. Il dit non, chauffeur, je vous ai demandé pardon. Et vous avez accepté me prendre à 200. Si vous me prenez les 200, vous allez les reverser au poste qui est devant. Donc, ça ne vous arrange pas. Je vous assure, ce jour-là, j'ai eu froid au dos parce que les citoyens savent ce qui est en train de se passer sur cette voie et malgré le numéro ouvert par le ministre de la Sécurité, les choses se passent à ciel ouvert. Merci pour ce vieux constaté. Un surcroît de barrières de contrôle sur la voie, le main, pas les mains. La conséquence, on paie beaucoup de temps à descendre pour se faire contrôler, mais on paie également à se mettre en surcharge, ce qui pourrait faire l'objet d'un tableau, une caricature qu'un artiste comme Cham capterait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y a des œuvres de cette carrure qu'il faut venir justement regarder. Voilà. Merci. Oui, monsieur le directeur. Oui, j'aimerais ajouter que ce soir et jusqu'au 20, il y a l'exposition, mais il n'y a pas que des tableaux et des sculptures à découvrir. Ce soir, au vernissage de l'exposition, nous aurons également de la musique, notamment avec un jeune artiste de talent, notamment Kossi Mawoun, qui a sorti fin 2019 un album en ligne intitulé Wedo. Donc j'invite le public à venir massivement ce soir à partir de 19h au vernissage de l'exposition qui sera suivi justement d'un petit cocktail dans une ambiance musicale animée par ce jeune artiste Kossi Mawoun. Merci. Goethe revient à la maison. Il s'ouvre à vous. Vernissage ce soir. Exposition jusqu'au 20 mars prochain. Agrémenté de la bonne musique. Mais ce que le directeur n'a pas pu dire, c'est qu'il y a également de la bonne bière sous pression. Oui, c'est que Goethe à un prix subventionné que Eric Johnson connaît très bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Au fait, je voudrais juste soulever, je ne sais pas si c'est un petit débat autour des expositions. Vous savez, depuis toujours, on va regarder les œuvres, on n'a pas les moyens de les acheter, mais je pense que l'Institut Goethe, aussi bien que d'autres organismes qui acceptent exposer les œuvres de nos artistes, doivent commencer déjà par éduquer les populations, parce que ailleurs, quand vous allez à une exposition, vous payez quelque chose pour l'entrée, ne serait-ce qu'un minimum. Mais là, nous y allons gratuitement, mais les artistes se plaignent qui ne vivent pas de leur art. C'est quand même un peu curieux. Je me dis qu'il faut repenser un peu la chose pour voir dans quelle mesure on pourra déjà, à l'achat de petits tickets, même si c'est 50 le club de la presse s'associe à cette doléance parce que quand quelque chose est offert gratuitement, nous avons tendance à banaliser. Ouais. Si vous avez payé un peu, vous savez que l'objet a du prix et vous y accordez de l'intérêt. Isidore? Bon, c'est pas s'il y a un public aussi mordu pour la chose culturelle au Togo, mais c'est pas bon. Depuis que moi j'ai continué à l'Institut Goethe, que je sois sans culture français, ça a toujours été gratuit. À moins que Cham me demande. Non, c'est gratuit jusqu'à présent, mais pour soutenir un peu là. Oui, non, est-ce qu'il y a un public? Est-ce qu'il y a un public pour ça? Et le peu de public qui se déplace, faudrait pas non plus les dissuader. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que j'ose croire que le concert serait en live?
la musique sera live parce que l'Institut Goethe n'a fait que du live. Exactement. Alors, merci. Donc la musique, l'exposition c'est live, la musique live, la bière pression également, tout est live. Primus? Non, n'exagérons pas. L'Allemagne paie pour ces expositions que le Goethe Institut vous offre gratuit. Mais maintenant, nos artistes, qu'est-ce qui les empêche d'ouvrir eux-mêmes leur galerie? Regardez Berchiam en disant ça, Primus. En posant la question. Non. Oui, parce que, mais c'est ça les galeries, les plus souvent, certains sont payés. Mais le plus souvent, c'est justement pour inciter à l'achat des tableaux. Oui. Mais depuis que moi, ce n'est où vous allez à l'Institut français, ou vous allez au Goethe Institut. Mais toutes ces générations de grands noms que nous avons maintenant dans le domaine de l'art plastique et visuel et tout ce que vous dites, Cham, Eric Wananou, Kosouassi, Soké Dor, Sabine Medokbo, mais on a de grands noms. Vous allez me dire qu'ils ne gagnent rien avec la vente de leurs expositions. Pour créer merci. Le débat est intéressant, mais souffrez. Oui, on donne la parole à Cham. Oui, Cham. Merci beaucoup à M. Johnson pour cette discussion, mais il faudra replacer les choses en fait. Le Goethe Institute est dans son cadre en donnant cette exposition dans la configuration qui est la sienne maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu des dépenses, des moyens qui ont été mis à disposition. Tout ce que nous avons demandé pour avoir un environnement professionnel dans l'organisation de cette exposition a été donné. Donc, sur la planète, en fait, dans cette configuration-ci, les expositions sont libres. Maintenant, c'est vers les musées, les musées où on paye. Donc, et les galeries, c'est également libre. Maintenant, c'est une vraie question qui est posée parce que c'est un débat qui est à l'heure actuelle en France, dans un pays qui a joué un rôle majeur, qui joue encore un rôle majeur dans le monde des arts visuels, où on demande justement à ce que les artistes qui sont exposés soient payés. Mais je finirai sur ceci. Nous gagnons également aussi au fait que c'est une exposition vente. C'est vrai, les prix sont pas forcément accessibles, mais on peut surtout venir se restaurer, se créer, se réfléchir, partager des intelligences et des émotions auprès des œuvres et auprès des artistes. Il faut signaler pour finir qu'il y a un catalogue qui a été édité par le Goethe et que les catalogues sont toujours vendus et que le Goethe n'a pas souhaité les vendre, a plutôt fortement subventionné ces catalogues et ils seront acquis sur un prix modique. Donc, merci, le débat est intéressant, j'en suis heureux. Juste pour rappeler que les mardis et les vendredis, nous faisons une fenêtre au Club de la Presse sur les arts, la tradition, les sports. Il y a quelques jours, c'était une artiste de la chanson, Ernestine D, qui était avec nous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir le grand Cham et pas le moins grand directeur du Goethe Institute qui nous annonce cette bonne nouvelle à vendredi ou mardi prochain pour un autre artiste ou bien une autre artiste. Et naturellement, à partir de 12h, je ne sais pas si le directeur et Cham auront le temps, sinon vous pourrez toujours intervenir pour en savoir davantage sur le retour de Goethe à la maison, les expositions et toutes les opportunités que nous offre le Goethe Institute. Sans transition, de l'art au sport, le pas est vite franchi. Et le football togolais est à l'honneur aujourd'hui, toujours dans les colonnes de l'Union pour la patrie. Je peux dire le football togolais entre l'adrénaline de la compétition, le CHAN qui aura lieu prochainement, mais également le football togolais qui a la peur d'une sanction. Alors commençons par l'adrénaline. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, qui regroupe les sélections nationales des joueurs jouant sur le continent. Ce sera du 4 au 25 avril prochain au Cameroun. Notre sélection, les éperviers, nous sommes qualifiés. Le tirage au sort a été effectué hier. Et Eric, comme vous l'écrivez, le Togo se trouve logé dans la poule C. Le micro C, oui. Le Togo est logé dans le groupe C. Le micro, s'il vous plaît. Ça va? Oui, ça va. Ok. Le Togo est effectivement logé dans le groupe C, où on retrouve
le Maroc, le Maroc qui est le tenant du titre, l'Ouganda et le Rwanda. Donc, c'est des équipes que nous connaissons déjà. Et qui nous connaissent aussi. Pour les avoir déjà jouées au cours d'autres compétitions. Et donc, je pense que c'est un groupe jouable quand même pour le Togo, sauf un peu le Maroc qui nous dérange à chaque fois que nous sommes en compétition. Merci. Donc, le Togo qui jouera avec le Maroc, le Rwanda et l'Ouganda. Ce sera du 4 jusqu'au 25 avril. J'insiste sur le 25 parce que je rêve que le Togo disputera la finale de ce CHAN le 25 avril. Nous parlions tantôt du Goethe qui a dû déménager, contraint par cette menace. Dieu merci, Goethe est retourné dans sa maison, tout comme le stade Kege qui a été pendant un moment fermé pour travaux. Les travaux ont été effectués. La compétition reprenne sur ce stade. Sauf que, Eric, vous écrivez que le stade de Kege pourrait être sanctionné par la CAF. Et pourquoi? Parce que avant d'être fermé, c'est suite à des injonctions de la CAF et de la FIFA, parce que le stade n'est pas réglementaire. Et il y a des manquements qui ont été soulevés. Certains ont été très rapidement corrigés et on a rouvert. Sauf que là, actuellement, il y a encore d'autres manquements que la Fédération togolaise de football est obligée de revoir. Sinon, on risque de ne pas pouvoir jouer des compétitions internationales sur notre premier stade. Et au rang de ces manquements, on peut noter l'absence de climatiseurs dans les vestiaires des équipes et des officiels des matchs de la CAF FIFA, l'absence de mobilier dans les bureaux susceptibles d'abriter les services, l'absence des infirmeries pour les joueurs et le public, et la salle antidopage totalement non équipée. Donc, si nous prenons ces 4 manquements, si rien n'est fait jusque-là, je pense que le Togo peut être sanctionné et le stade sera une fois encore fermé au public. Voilà, et vous relevez également autre manquement, le stade de Kege qui ne dispose pas d'un groupe électrogène à capacité suffisante pour éclairer au cas où la CET faisait défaut. Vous relevez également que le stade de Kege n'a pas un terrain d'entraînement, et les sièges avec dossier, les sièges au stade n'ont pas de dossier des exigences de la CAF que le stade de Kege n'arrive pas à satisfaire, et ces constats ont été... En fait, ces derniers manquements que tu viens de souligner par rapport aux 4 que j'avais cités avant sont minimes, parce que il y a des discussions encore sur ces points-là, parce que la fédération estime qu'il y a des dossiers, mais même si ils sont petits, et il y a également un problème de numérotation et tout ça là qui concourt quand même à ce que le voilà, stade ces manquements qui ont été notés par l'expert que la CAF a délégué chez nous. Il s'agit de l'inspecteur gabonais Didier Hamza qui a établi ces constats. Alors, où le stade de Kege satisfait cela rapidement, ou bien nous devons trouver un terrain pour jouer nos matchs officiels à venir. D'autant plus que le Togo est engagé pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Isidore Akolo, voilà. Ce serait bien dommage que on ait pu dépenser des nombres d'argent, et on a rénové pratiquement tout. Quand vous voyez ça de loin, bon, ça ressemble des grands stades que nous connaissons sur nos petits écrans, mais dire que ces infrastructures, il manque seulement la climatisation dans telle salle d'antidopage, est-ce que ça coûte grand chose? Je ne pense pas. Et si c'est le Togo qui devait le faire, pourquoi ne pas le faire? Si, c'est le Togo qui a construit le stade. Non, mais je crois que c'est avec l'aide de la Chine. Bon, si c'est le Togo qui devait débourser des fonds pour ça, moi, je pense que c'est le moment. Et UGAS a bien fait
afin de sonner le tocsin pour que nous puissions tambouriner et qu'on ne sanctionne pas le seul stade que nous avons. C'est le seul stade que nous avons, hein. Aux normes de la CAF. Aux normes de la CAF. Oui, de la CAF. Et si jamais nous sommes sanctionnés, là, nous serons obligés de jouer nos compétitions à Accra. Eh bien, il faudra de l'argent pour faire ces travaux, tout comme les candidats qui sont en campagne depuis 12 jours ont également besoin d'argent pour faire la campagne. L'État qui leur a promis un fonds de campagne avec le montant de 500 millions de francs CFA, 60% qui aurait dû être débloqué et réparti à égalité entre les candidats. L'argent se fait toujours senti. Et aujourd'hui, le confrère Temps Nouveau écrit que les candidats de l'opposition sont très fâchés pour cet argent qui n'arrive pas. Liberté en parle également à la page 3 et écrit financement public de la campagne, la mauvaise foi du pouvoir RPT uni. Le même Liberté qui à la page 5 caricaturement votre écrit blocage du financement des campagnes et une stratégie du pouvoir pour affaiblir l'opposition. Titre similaire de l'Indépendant Express qui écrit manœuvre illégale et antidémocratique, fonds de campagne, asphyxier l'opposition pour mieux frauder. Voilà, Primus Guénou, cette bonne volonté de l'État qui se fait attendre et qui se répand maintenant dans les journaux. Que voulez-vous qu'on dise? Non. Mon problème, c'est que l'opposition se réveille toujours à la dernière minute. C'est des prérequis qu'il fallait exiger avant l'ouverture de la campagne. Il faut poser des conditions au gouvernement que ceci doit être fait avant que. Maintenant, vous vous lancez dans la chose alors que c'est comme le stade de Kéké qui a tous ces manquements. Hein? Vous voyez ces manquements, vous ne les dites pas, vous commencez la chose et vous réclamez. Moi, c'est une logique que je n'ai pas. Mais encore, est-ce encore au candidat de l'opposition d'exiger ce que le gouvernement lui-même a pensé de bonne foi et a débloqué? Eric, je rappelle que c'est le gouvernement lui-même qui s'est... L'affaire est pavée de bonnes intentions. Oui, mais Eric, c'est le gouvernement qui s'est réuni en Conseil des ministres pour prendre un décret pour convenir du montant et des modalités de répartition. Alors, est-ce que le gouvernement devrait attendre que les opposants réclament cela avant que ce soit satisfait? Non, ça, tu as parfaitement raison. Mais je vais peut-être vous étonner. Je suivais un leader politique hier qui disait que même ces soutiens-là qu'ils devaient percevoir pour les élections législatives, que ces soutiens ne sont pas tombés jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et donc, je me dis, est-ce que véritablement il y a une volonté de le faire ou il y a un blocage que nous ne pouvons pas, nous autres ici, savoir? J'ai également été contacté par des acteurs politiques qui m'ont dit que c'est comme ça que le financement public a accusé un grand retard pour les législatives passées. Même chose pour les locales passées. Alors Isidore Akolo, l'État lui-même qui convient d'une chose, qui débloque un montant, et puis que les acteurs ne retrouvent pas... Est-ce que c'est débloqué? Justement, l'État qui convient, mais qui tarde à débloquer le montant pendant que les gens en ont besoin. Ce qui est cocasse, c'est que ce n'est pas seulement l'opposition qui se plaint. Trimois aussi se plaignait sur les ondes de RFI la fois dernière. Au nom de son candidat Faure Gnassingbé. Et sonne le gouvernement auquel il fait partie de vite débloquer les sous. Mais où sommes-nous? Non, ça vraiment, ça ne fait pas sérieux. Merci. Je ne pense pas que c'est 300 millions. Je vais réagir sur les vieux constatés. Le jeudi 13, j'étais... On a déjà dépassé. Non, on n'a pas dépassé. J'étais à Thiébier. Unir, c'était le jour d'Unir. Non, le candidat de Unir était en campagne. Le parti Unir était en campagne. Voilà. Pas son candidat. Le parti. Maintenant, les forces de l'ordre, qui sont censées sécuriser l'endroit, allaient faire les toilettes dans des endroits non indiqués. Pour passer dans la brousse. Oui. Ou bien aux abords des maisons des gens. Oui, ce n'est pas...
pour l'image de notre pays, ce n'est pas bon. Curieusement, c'est encore le ministre du Commerce. C'est quelqu'un qui doit faciliter les affaires qui étaient devant. Je vais leur suggérer d'acheter des toilettes mobiles pour les forces de l'ordre qui sont chargées de les protéger. Les autorités, ils sont là pour les autorités et on les oublie. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la nature faire leurs besoins. Qu'on achète des toilettes mobiles pour faire suivre les convois. Merci comme ça, pour ce plaidoyer pour les forces de sécurité. Quand on les envoie en mission, il faut quand même les mettre dans des conditions d'aisance et de travail. Merci. Les forces disons, la FOSEP appréciera. Maintenant, venons-en. C'est une mauvaise publicité que nous sommes en train de nous faire, hein, et que cette affaire de subvention des partis politiques ou des candidats puisse être porté sur des zones de RFI, et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de solution. Bon. En fait, quand nous parlions du sujet hier, une source appropriée nous situait que les fonds seraient débloqués entre hier et aujourd'hui. Avant d'entrer au studio, j'ai tout fait pour vérifier si c'était débloqué, mais je ne puis me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas eu de réponse adéquate. Donc c'est un plaidoyer que la campagne est d'ailleurs déjà finie, mais quand même cela permettra de soulager un peu les candidats. Oui, Eric? Que Primus a bien analysé la situation en se demandant comment vous allez à une compétition et vous attendez la dernière minute pour réclamer ce qu'on vous doit pour vous aider à avancer. Mais moi, je vais aller encore plus loin en disant, c'est une question d'organisation toujours au niveau de ces compétiteurs-là. Vous n'allez pas dire que vous vous prépariez depuis 5 ans pour aller à une élection et vous attendez l'argent du contribuable pour aller battre campagne. Il faut forcément vous organiser, il faut trouver les moyens. Regardez comment ça se passe aux États-Unis. Mais avant la compétition, les gens lancent des appels de fonds, ils reçoivent et cet argent-là, ils sont prêts et ils y vont. Mais chez nous, on se dit toujours, ça va venir de quelque part. Mais non, attends, Eric. Les candidats ne peuvent pas me dire aujourd'hui que c'est avec 42 millions qu'ils vont faire leur campagne. Non, ça peut apporter quelque chose. Ce n'est qu'un appoint. Ce n'est qu'un appoint. Mais une fois que le gouvernement ait pris cette décision, je pense qu'il fallait le faire. Et pire encore, c'est un membre du gouvernement qui se plaint que ça les pénalise. Je me base tout simplement sur l'organisation de chaque parti politique ou de chaque entité qui prétend quand même diriger ce pays. Merci, vous avez raison, mais en même temps, même sans ce financement public, on voit les candidats battre campagne avec leurs moyens, mais un principe est un principe, ce qui est un droit je ne défends pas, je vous l'ai déjà dit, je ne défends pas, je ne comprends pas cette attitude-là, où on dit aux gens, quand vous allez à une élection, vous serez soutenu par l'État, et que ces soutiens-là n'arrivent pas. Merci. Eh bien, le Togolais se veut vraiment croyant. La preuve, notre préambule même, le préambule de la Constitution place le Togo sous la direction de Dieu. Et nous voulons vraiment croyants. Et pour cette élection, des prières tous azimuts se font ici et là. Aujourd'hui, c'est le journal Vision d'Afrique qui nous rappelle que la fraternité Oboni a également prié pour la paix et le déroulement pacifique des élections présidentielles. C'était le dimanche dernier au Palais des Congrès. Et les frères Oboni qui ont placé cette manifestation sous le thème cohésion culturelle et gage de la paix. Eh bien, on a entendu des prêtres de l'Église catholique prier, des pasteurs de toute obédience chrétienne prier. On a vu les imams et les associations musulmanes prier. Aujourd'hui, c'est les frères Oboni. En entendant les autres non demain, Primus? Non, je suis surpris. Parce que la dernière fois, sur ces mêmes antennes, quelqu'un reprochait, et je crois que la chose est sortie de ta bouche, qui rappelait la loi de 1905 à Monseigneur Kodro. Oui, séparation de l'État de l'Église. Et j'ai voulu maladroitement défendre le clergé. Alors maintenant, c'est les Oboni qui sont dedans. Et tout le monde trouve ça normal.
Non. Et toi, même, tu as dit que... Je ne trouve pas normal. Je fais juste ma revue de presse et je vous informe que les frères Ogboni ont aussi prié pour... Il n'a pas donné son opinion quand même. Le Togo, c'est un pays bizarre. Voilà. Tantôt, on nous fait comprendre qu'il y a la loi de 1905, il y a la séparation entre l'État et l'Église. Et les membres du gouvernement même savent commander des messes, des cérémonies de prière. JNRD aussi est passé ici, on les a reçus. Et là, quand certains le font, on ne dit rien. Quand d'autres le font, tout le monde se... On en parle. Je pense que c'est pas la même chose. Okay. C'est pas la même chose. Ce qu'a fait Monseigneur Kpodro, c'est une émission totale dans la vie politique en désignant un candidat. C'est différent de demander une messe, de demander une prière pour le pays. Merci. Ce sujet, on en a tellement débattu, souffrez qu'on avance. Le Togo est croyant, le Togolais est croyant, mais le Togolais peut être également superstitieux. Oui. Cet article de Liberté à la page 3, Agboyome Kodjo est le chiffre 7. Alors, Liberté qui nous rappelle que depuis que le Togo est indépendant, nous avons connu des présidents comme Sylvanus Olympio, Nicolas Gruniski, Kleber Dadjo, Étienne Nyasingbe Yadema, Abbas Bonfo et puis Faure Nyasingbe. Et après l'élection du 22 février, nous pourrions connaître un 7e président et Liberté lit le 7e président qui sera élu le 22 février à la position du candidat qui est en 7e position. Alors, Agboyome Kodjo est en 7e position sur le bulletin de vote. Est-ce que ce chiffre 7 peut faire de lui le 7e président du Togo? Non, sans aller dans des méandres de la numérologie, je n'y crois pas à ces choses-là. Vous ne croyez pas. Je ne crois pas. Et pas. vous, Eric? Oui, mais tu as dit que les Togolais sont superstitieux. J'ai dit peuvent être superstitieux. Je ne le suis pas. Vous ne l'êtes pas. Et vous, Primus? Je ne sais pas comment ils ont expliqué le lien là, entre le 7 et le 7. Là, je n'ai pas compris. Vous ne voyez pas le rapport? Non, comment ils l'ont expliqué? Non, ça dit que Agboyome Kodjo est 7e sur le bulletin de vote. Oui. Est-ce que cette position de 7e peut faire de lui le 7e président du Togo? Quel est le lien de cause à effet? C'est ce que je vous demande. Non, c'est ceux qui le voient qui doivent nous l'expliquer. Merci. Donc, c'était un peu... Si un confrère assez sérieux, bien sérieux comme Liberté l'écrit, cela pourrait aussi... L'un de nous, l'idée de commenter l'article confrère. Naturellement. Mais moi, je ne crois pas à ces Vous n'y croyez pas, c'est votre droit. Eh bien, maintenant, c'est la campagne et des promesses se font ici et là. Des promesses à n'en pas finir. La preuve, Eric... Votre journal, l'Union pour la Patrie, vous revenez sur ce que vous écrivez, les 5 axes du projet de société 2020-2025 du candidat Faure Nyasingbe. Et vous écrivez que tout le monde trouve son compte dans mes engagements pour dire que Faure Nyasingbe a formulé ses promesses de campagne ou bien son projet de société sous cette appellation mes engagements. Mes engagements, oui, voilà. Au fait, depuis qu'il a démarré sa campagne, il annonce des choses. On se demande, mais est-ce que tout ça là est contenu dans un document? Est-ce qu'il a véritablement un programme de société en bonne et due forme? Sinon, on pourra se dire que il lance les choses selon ses humeurs, etc. Mais là, on a trouvé ce document qu'il appelle lui-même mes engagements, et c'est un document qui est articulé en 5 axes bien définis. Je prends le premier axe qui est la préservation de la paix et de la sécurité, le second qui est la gouvernance concertée, le troisième qui est la création de richesses pour plus de prospérité partagée et des conditions de vie dignes et épanouissantes pour tous. Le quatrième qui est le renforcement du capital humain à travers l'éducation et la santé pour tous. Le cinquième qui est l'accès universel aux services sociaux de base. Et enfin, oui, voilà. Et donc, voilà les 5 axes principaux
du programme de société du candidat fort. Le PND en avait 3, non? Merci. Donc, parce qu'il arrive que des gens disent que les candidats n'ont pas de programme, n'ont pas de projet de société. Eh bien, à lire l'Union ce matin, on comprendra, ou bien on se rappellera que Faure Gnassingbé a bel et bien un projet de société qu'il a intitulé Mes engagements. Tout comme autre candidat, Jean-Pierre Fabre, qui a également son projet de société, qu'il a également intitulé, comme par hasard, Mes engagements renouvelés pour le Togo. Voilà. Primus, si je me rappelle, vous faites partie de ceux qui reprochent aux candidats de n'avoir pas de vision. Maintenant, vous savez qu'au moins 2 ont des engagements. Je suis un peu confus. Oui. Et le PND, il s'inscrit dans quoi? Nous parlons de... Non, ça c'est pour tout le Togo. De société du candidat Faure Gnassingbé. Oui, moi aussi peut-être que si vous lisiez les engagements de Faure Gnassingbé, vous trouveriez... le président Faure a un avantage que déjà en mars 2019 ou 2018, il nous a présenté le plan national de développement. Et lui ne s'inscrit pas dans sa vision. Je pense que quand tu lis un peu le programme de société du candidat Faure, tu retrouves les principales articulations du PND qui sont développées. Et je vais dire que déjà en 2015, le candidat Fabre avait aussi proposé un plan national de développement. Et donc, aujourd'hui, il a un autre programme de société qui... C'est des programmes non réalisés qu'on renouvelle, ou bien c'est quoi? Ah, mais là, à toi de faire la distinction. Le PND, c'est un programme de développement national. C'est pas le Togo seul qui a piloté ce genre de programme. Et le Sénégal aussi a son PND. Et c'est qu'on appelle-t-on, les ODD qu'on a dompté pour le plan de développement de chaque société et de chaque pays. Et c'est sous l'égide du PNUD. Comprenons-nous. C'est sous l'égide du PNUD. Ça, c'est le PND. Même si aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'est plus au pouvoir, le PND devait suivre. Maintenant, ici, il s'agit d'un programme de société d'un candidat. Et moi, la question que j'aimerais poser, des 20 plus de Faure Gnassingbé en 2005 ou 2010, 2010, qu'on appelle-t-on ce que vous à ces engagements, qu'est-ce qui a pu changer? Ce qui a pu changer, je pense que Faure Gnassingbé a quand même son porte-parole et son directeur de campagne. Sauf que je peux dire, aujourd'hui, ce programme tient compte de l'évolution de la société togolaise. Dans le 20 plus de fois, on parlait des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il est beaucoup plus question de la digitalisation. Voilà. Donc, je peux dire déjà, il y a eu une évolution par rapport aux besoins de la société. Nous n'avons pas, dans les 20 plus, ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'autoroute de Lomé à Saint-Cassé. Peut-être que je n'ai pas vu jusqu'à encore. Oui, mais c'est possible. Eh bien, ce n'est pas la tribune. On n'a même pas le temps de décortiquer les projets. Mais ça fait partie des bilans à défendre. Oui, Faure Gnassingbé a déjà dit, je crois qu'on avait parlé la semaine dernière, nous avons fait des avancées, mais nous n'avons pas pu tout faire. Merci. Laissons le temps au public de découvrir les engagements simples ou bien engagements renouvelés des uns des autres. On trouvera son parti. Qui a plagié l'autre. Et justement, voilà un débat qui a plagié l'autre. Mes engagements de Faure Gnassingbé, mes engagements renouvelés de Fabre. Qui a droit d'auteur? Non, ce qui est formidable. Mais n'oublions pas que aussi, ce qui est formidable, le candidat de Podjolo aussi a 15 quelque chose. Oui, chacun a 15 points. Mais 15 points. Ce que je veux dire, ce qui est formidable pour ce scrutin-là, c'est que tous les candidats essaient de scruter les conditions de vie des populations et proposent des approches de solutions. Et je peux dire que le candidat Faure peut-être a cet avantage de vivre la chose puisqu'il est au gouvernail et il sait
de quoi souffrent réellement les Togolais. Non, donc moi je pense plutôt que non, je pense plutôt que c'est une carence de sa part. Lui, il a un bilan à défendre. Oui, mais lui, il a un bilan à défendre de 15 ans d'exercice. Il n'a pas de proposition à faire, mais un bilan à défendre. Mais bien sûr, quand il dit, ce n'est pas aujourd'hui de nous faire des propositions après 15 ans d'exercice. Nous n'avons pas pu tout faire. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. C'est un inconvénient. Ce n'est pas un avantage. J'ai un oncle de 90 ans passé qui continue à avoir des projets, qui continue à avoir des rêves pour dire qu'on ne fait jamais tout. Voilà. Mais revenons sur la campagne avec ce que le médium écrit. Campagne tout azimut. Et au cours de la campagne, et comme l'écrit encore le médium, et là c'est Agboyome qui parle. Citation, le PNP aura une place de choix dans mon gouvernement. C'est l'un des messages du candidat Agboyome Kodjo. Le PNP aura une place de choix dans son gouvernement, c'est ce qu'il nous dit. Et également, le journal Temps Nouveau qui écrit que Agboyome Vincent Kodjo tente une récupération du terrain du PNP. Toujours sur la campagne Liberté qui écrit donc sur les promesses des uns et des autres. Passons plutôt à l'alternative qui écrit Faure Gnassingbé et ses promesses électorales. L'article dit même présidentielle 2020, campagne électorale, Faure Gnassingbé et ses promesses de Gascon. Allez au dictionnaire chercher ce qu'on appelle une promesse de Gascon. Et également l'Indépendant Express qui trouve, lui, campagne électorale 2020, des folies, des mensonges, de la démagogie, tout simplement. Primus, voilà la caricature de la campagne telle que certains journaux le font aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a tellement d'amateurisme et d'ambition aussi qui se sont mêlés. Je pencherai du côté des Isidore parce que le candidat fort a un avantage. Il est au gouvernail. C'est-à-dire, dans tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, on aurait nous les citer et en donner des avantages. Et nous montrer aussi le reste qu'il y a à faire et l'avantage du reste à faire. Parce que d'autres aspirent, lui il y a déjà. Ouais, c'est la différence. Et donc, il a un bilan à défendre que pendant mes 15 ans, voici ce qu'on a fait. Et voyez jusqu'où on a amené le Togo. C'est le discours que moi j'attends de lui. Peut-être que si vous aviez parcouru ces engagements, vous trouverez réponse à vos préoccupations. Non, moi, c'est ce que il y a de larges extraits dans l'Union pour la patrie que vous allez découvrir aujourd'hui. Je ne vais dénigrer personne. D'autres ont des aspirations, mais n'ont jamais eu l'occasion d'avoir le pouvoir. Donc je les comprends aussi. Et d'autres sont dans des tentatives de récupération des voix des autres. C'est de leur droit. C'est le jeu électoral. Bon, maintenant, pour revenir un peu en arrière, j'ai l'impression que les Togolais n'ont pas compris une chose. Ce que nous sommes partis copier à l'Occident et que l'on appelle la res publica, la chose publique, ce qui va donner lieu à la République. C'est-à-dire que dans la République, la nature même de l'État dit que l'État nous appartient à nous tous et que ce n'est pas la propriété d'un roi ou d'un prince. Beaucoup d'opposants ont peur de la chose publique. Et je crois que c'est là où ils font beaucoup d'erreurs. L'État dans la République nous appartient. L'État dans la monarchie n'appartient pas à tout le monde. Il appartient aux nobles et aux rois. Vous voyez, c'est cette notion, il faudrait qu'on la passe. Merci. La Respublica nous appartient à nous tous et c'est notre part que nous faisons dans ce studio, nous journalistes, pour que chacun fasse sa part. Alors on va terminer la revue de presse avec le journal Présence chrétienne qui est paru aujourd'hui, qui revient sur l'observation de la présidentielle du 22 février. Et Présence chrétienne écrit donc observation de la présidentielle du 22 février 2020 entre le gouvernement et l'Église, la guéguerre. La guéguerre donc. Mais il y a cet article que je trouve intéressant.
Présence chrétienne qui nous transporte déjà au soir du 22 février 2020. Alors, qu'est-ce que Présence chrétienne souhaite? Que ce soir-là, la connexion Internet ne soit pas coupée. Que la CET ne coupe pas le courant. Que la connexion Internet ne soit pas coupée. Que les Togolais puissent continuer à communiquer. C'est le rêve de Présence chrétienne. Et qui se demande, au soir du 22 février, y aura-t-il alternance ou continuité, rêve ou réalité? Et Présence chrétienne continue et écrit que les Togolais sauront si Faure Gnassingbé aura eu raison de briguer un 4e mandat, si Agbeyo Kodjo mérite véritablement la confiance des Togolais, si Jean-Pierre Fabre s'est réellement battu pour la bonne cause, et également si les Tchaboré Aimé, Gogué, William Kouessan, Mohamed Chassona et Komi Olou n'auront pas démérité. Et pour finir, Présence chrétienne souhaite que le meilleur gagne dans la transparence et en toute sérénité. Il va être 12 heures. Nous avons encore... J'ai comme l'impression qu'il y a un classement qui a été fait dans cet article. C'est possible. Ouais, parce que quand on demande si il faut toujours commencer par quelqu'un. Voilà, les Olou, les Aimé, Tchaboré, tout ça là. C'est au conditionnel, on a si. Voilà. Ce ne sont que des conditions. mais il n'y a pas que ça. Il y a également beaucoup de rêves que Présence chrétienne nourrit au soir du 22 février. Oui, que la connexion ne soit pas coupée. C'est-à-dire que... D'abord, que le courant électrique ne soit pas coupé non plus, c'est important. Moi, je dis, dès le début de la campagne, j'ai toujours demandé que ce soit un truc, je sais pas, civilisé qu'on fasse cette année. Que cette élection-là montre autre visage de notre pays, le Togo. Il ne faudrait pas qu'on revienne à certaines animosités qui donnent, je ne sais pas, une image d'un pays de délinquants, un pays où les gens ne se respectent pas. Et je dis, il faut que tout aille dans le bon sens et que pour une fois que les Togolais, au soir du 22 décembre, que tout le monde applaudisse. Merci, je partage vos préoccupations, mais je vais emprunter l'un des engagements à l'un des candidats, Faure Gnassingbé, qui disait en 2006 à Atakpamé, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux, plus jamais de violence électorale. Et la suite? Justement la suite. Mais lui il a dit plus jamais de violence électorale. Non. Et nous sommes vers la fin de la campagne. Il a pas dit. Il a dit c'est suite à des violences politiques, pas électorales. Bon, violence politique. Et on en a connu pire encore. Oui. On en a connu pire. Mais de toutes les façons, nous ne voyons pas les faces. Aujourd'hui, il tient les manettes. Et c'est lui qui dit plus jamais ça. Mais, et voilà, parmi les engagements renouvelés ou bien les, je sais pas, ils disent, on revient avec ce slogan, que la sécurité, les trucs là, comme si Faure Gnassingbé n'est pas là. Ben, le Togo allait sombrer. On va clore la phase revue avec vous, toutes les promesses là que font les uns les autres, et puis le rêve de Présence chrétienne au soir du 22 février. Oui, de toute façon, moi, je ne suis pas sûr que le 22 on aura les résultats. Non, c'est pas évident. Ou alors, la digitalisation au Togo a fait de grandes avancées. Non, de 5 jusqu'à Lomé, on ne peut pas comptabiliser des bulletins de vote dans la même journée. Merci. Il est 12 heures. Nous allons maintenant nous ouvrir à vous. J'ai plaidé pour vous, auditeurs. Le directeur de Goethe et notre invité Cham sont restés à nos côtés. J'espère que vous allez leur poser des questions pour en savoir davantage sur le retour de Goethe à la maison et tout ce que le Goethe nous prépare avec les artistes et naturellement le vieux constaté avec ce qui se passe sur le tronçon Lomé-Palimé et toutes les facettes de la campagne électorale que nous avons déclinées avec vous. Juste le temps que nous soufflions un moment. 93.5 Canal FM.
Et bien sûr, la réouverture de Goethe Institut dans sa maison, hier et aujourd'hui, tout ce que ce centre culturel allemand nous propose avec les artistes et puis la campagne électorale et vos attentes. La parole est à vous avec l'ami, c'est John, bonjour. Bonjour, Sach. Oui. Je voudrais saluer le plateau et puis faire une analyse et poser une question à vos collègues concernant l'article de présence chrétienne. Oui. J'ai l'impression que la cassure, cette guerre entre le gouvernement et l'Église catholique a eu lieu au moment où les évêques ont pris fait et cause pour la C14 en demandant le retour à la constitution de 1992. Est-ce que c'est ça? Je voudrais vraiment avoir l'avis d'Isidore et de ceux qui sont sur le plateau. Merci. C'est vrai que il y a toute une polémique sur la prise de position de la conférence des églises, de la conférence des évêques, et certaines prises de position, notamment de Monseigneur Podoro et de certains prélats. Mais à quoi peut-on lier cela? Est-ce que c'est les messages des évêques qui créent la guéguerre avec l'État? Isidore, je ne saurais le dire. C'est un constat que l'État n'a pas voulu qu'on appelle-t-on le conseil épiscopal justice et paix observe les élections. Je ne sais pour quelle raison, puisque on leur demande de justifier leur source de financement alors qu'on ne leur a rien demandé pour pouvoir justifier. Et pire encore, posez-vous la question, pourquoi l'Union européenne n'est pas impliquée dans ces élections, ni les Nations Unies? Donc, restons avec l'Église catholique. Non, j'extrapole quand même pour faire comprendre que est-ce que la vérité des unes serait de mise au Togo pour cette fois-ci. Et on ne voudrait pas que d'autres puissent voir vous découvrir le pot rose. Est toujours lancé avec toute la polémique, les préoccupations. Isidore Souffré, qu'on reçoive l'auditeur qui entend en ligne. Bonjour, fidèle. Allô, bonjour. Oui. Je voudrais poser juste une question à votre confrère Isidore Collor. Oui. Je voudrais lui poser la question à savoir, est-ce qu'il est candidat ou bien il est journaliste? C'est toute ma question. Merci. Non, votre question n'a pas sa place. Vous savez que Isidore est dans ce studio comme journaliste. Il n'est pas sur la liste des 7 candidats. S'il vous plaît. En attendant le prochain auditeur... Eric, le premier auditeur, vous avez aussi adressé ses préoccupations sur la guerre entre l'État et l'Église catholique. Je pense que dans les normes, il ne devait pas y avoir de soucis entre l'État et l'Église catholique, d'autant plus que tout à l'heure, nous disions que l'État même a demandé, les officiels ont demandé des messes qui sont célébrées par l'Église catholique pour le Togo. Donc pourquoi il doit y avoir de problème? Merci. Nous recevons l'auditeur, Monsieur Komi, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. Vu et constaté, quand vous prenez Rond-Point Port en allant vers Baguida, vous savez qu'il y a des barricades autour de la voie jusqu'à un niveau donné. Mais hier soir, en rentrant chez un ami pour une séance de travail, tout était vraiment clair. Mais c'est en revenant que j'ai compris que le président était passé pour Anéhop. Et c'est pour ça les militaires qui étaient sur la voie ont déserté les lieux. Si le ministère peut nous laisser la voie ainsi libre jusqu'à au soir du 22, ça nous ferait beaucoup plaisir. Et ce matin, est-ce que les barrages et barrières ont repris cours? Là, je ne l'ai pas repris, puisque je suis vers Adjedogome, je suis retourné hier soir. Merci. Donc c'était clean. Eh bien, retournez-y aujourd'hui pour nous faire savoir. D'accord. Merci. Mes questions, s'il vous plaît. Oui. Pour l'Institut Goethe, il y a un bâtiment qui s'est effondré tout récemment qui a fait qu'on a barré les routes. Pour l'événement en question, est-ce que l'insécurité ne plane pas sur les lieux? Et si nous venons, est-ce que nous aurons l'accès facile à leur institut? Monsieur le directeur. S'il vous plaît, oui. Pour le journaliste second, le premier mandat du président Faure était sur la réconciliation et en fin de compte, on a son demi-frère Kwacha en prison. Le second était pour les grands travaux et sur la route Lomé-Vaugan, 24 milliards sont partis.
troisième mandat était sur le social et on n'a pas d'eau potable à Kévier. Quatrième mandat, on dit on va consolider. Réellement, on consolide quoi? Merci. Monsieur le directeur. Maintenant, est-ce qu'on peut venir chez vous en toute sécurité, accéder facilement dans vos locaux? Oui, nous aimerions rassurer le public que l'Institut est de nouveau accessible depuis décembre, puisque l'immeuble qui s'est effondré le 1er juin 2018 a été rasé depuis décembre passé, et c'est ce qui nous a permis de regagner nos locaux. Donc, l'Institut est accessible, il y a de la place pour se garer et la sécurité est également assurée. Merci beaucoup. Oui, Cham? Peut-être ajouter que les gens, la question de l'auditeur faisait aussi allusion au barrage qui est à l'entrée vers Brodaromé, et de l'autre côté aussi. Il faut juste se dire que le soir, ça n'existe plus et qu'ils peuvent venir. Donc les motos peuvent accéder directement à l'Institut. Merci beaucoup. Bon, la question de l'auditeur c'était adressé, je ne sais pas à qui, mais laissons chaque auditeur passer en revue les 3 mandats de Faure Gnassingbé et ce qu'il nous promet pour le 4e, si davantage il est élu. L'auditeur suivant déjà, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et je salue tout le plateau. C'est Philippe? Oui. Ok, allez-y. Je voudrais féliciter l'Institut Goethe qui va nous faire revivre les bons moments. Et je voudrais confirmer que ce que le directeur vient de dire, la serre, c'est libre pour tous. Et il y a la sécurité. Donc tout le monde peut se lever et aller à l'Institut Goethe comme il veut, aller faire ses recherches, aller prendre son petit café, son petit cocktail sans difficulté. Bon, ma question par rapport aux 15 ans passés, en toute sincérité, je ne peux pas le peindre en blanc ni en noir, mais tout simplement, je peux dire que on a laissé les Togolais sur le carreau. Je prends le cas de la santé. Je ne peux pas imaginer qu'en 15 ans, on n'a même pas le scanner et qu'on va nous faire brandir aujourd'hui plutôt que il y a un scanner qui est commandé pour l'hôpital renommé qu'on nous fait miroiter que ça va arriver en juillet. Est-ce que les Togolais vont mourir jusqu'en juillet avant d'avoir ce scanner? On ne nous dit même pas qu'on aura ce scanner au CHU Chivani Solipio. C'est désolant. C'est là où on peut dire que, franchement, on nous mène en bateau. Qui ont? Je dis, le régime en place nous mène en bateau. Parce que, je prends seulement le cas de Lomé, où nous avions encore des écoles qui ne sont même pas clôturées. Et vous, les journalistes, vous pouvez vérifier. Le même gouvernement qui a pris au Conseil des ministres, qui a pris des décrets, qui dit, je vais faire distribuer 42 millions pour que les gens puissent vaquer librement aux campagnes. Et que nous sommes à 48 heures de la fin. L'argent n'est même pas débloqué. Et vous, journalistes, vous avez la chair de poule pour dire, je ne peux pas dire avec certitude que ça serait fait dans la journée. Mais après toute indiscrétion, c'est dit que ça serait fait. Imaginez, le citoyen Landa. Nous n'avons nullement, Philippe, s'il vous plaît, nous n'avons nullement la chair de poule, seulement, nous voudrions seulement avancer des choses dont nous sommes sûrs. Hier, une source nous indiquait que l'argent serait débloqué entre hier et aujourd'hui, et je disais que avant d'entrer au studio, j'ai vérifié, mais je n'avais pas l'information exacte à vous donner. Cela n'a rien à voir avec qu'on ait la chair de poule ou pas. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Papa Sibiti. Je salue le doyen. Primus Genou. Oh, oui. Oui. Bon, ce que je veux dire, vous voyez comment la campagne s'anime. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas que le 22, au soir, les gens soient déçus. Parce que, comme disent les minants, on les camps d'en haut, nous. On les camps d'en haut, nous. Je ne sais comment le dire en français. Il faut que les gens soient souples. Parce que il va y avoir des miracles qui vont s'opérer et les gens vont être dessus. Je ne peux pas dire que c'est moi. Il y a encore, vous savez, le caméléon, la terre est dure, mais le caméléon va doucement. Et certains voyants avec les questions de nord-sud, c'est grave.
Merci beaucoup. Il n'y a pas de nord-sud. La preuve, Papa Sibiti, Kotokoli, Bontin, qui cite un proverbe éveillé qui ne peut pas traduire en français. Ça veut dire que le Togo n'a ni nord, n'a ni sud. Le Togo est un et indivisible. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Déjà, le suivant, c'est Kokou. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Ma préoccupation porte sur deux questions. Premièrement, ça porte sur les fonds qu'on devait débloquer pour la campagne. Mais la question que je voudrais vous poser, pourquoi les journalistes sont tous unanimes à réclamer le débloquement de ces fonds? Parce que c'est les journalistes qui ont mis dans la tête des Togolais que les candidats qui vont à des élections, c'est à cause de ces fonds-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas vous dire que le gouvernement vous a écouté? Même avant que le gouvernement n'annonce le décaissement de ces fonds, il y a certains journalistes qui ont dit à la population que cette année, c'est 100 millions qu'un seul candidat aura. Est-ce que le gouvernement ne vous a pas écouté? Pourquoi c'est les journalistes qui crient aujourd'hui qu'on n'a pas donné ces fonds-là aux candidats? Secondo, concernant l'autre chose là, comment on l'appelle? Eh bien, le temps que vous retrouvez il y a un message qui vient sur nos portables en nous demandant de voter pour fort. Je voudrais savoir, est-ce que les journalistes ont eu ce message-là? Et est-ce que c'est le Togocel qui fait ça ou bien comment? Est-ce que le Togocel a le droit de nous envoyer ce message? Merci Isidore. Sur la première question, c'est nous faire trop d'honneur si c'est les journalistes qui devraient emmener le gouvernement à faire ceci ou bien ne pas faire cela. Non, nous ne sommes que des relayeurs d'informations et on a ouï dire que les candidats n'ont pas accès à cet argent ou cet argent qui devait venir en appoint. Moi, je ne pense pas que si vous savez que le plafonnement des fonds de campagne c'est 500 millions et 42 millions ne représentent qu'à peine 10%, même pas 10% des fonds que les gens vont débloquer s'ils veulent vraiment faire campagne, veulent vraiment battre campagne. Donc, moi, je pense que ce n'est qu'un accompagnement et un vœu pieux du gouvernement et c'est ça ce qui nous désole et le fait que ça soit transporté sur les ondes internationales, c'est ça qui me crée problème. Merci. Et je me dis que le Togo n'est pas à 300 millions près. Merci. Comme l'a dit, bonjour. Bonjour, les invités. Oui. Moi, je vais intervenir. Oui, comme l'a dit. Oui. Parlez fort, s'il vous plaît. Je vais intervenir à propos de ce qui se passe entre le gouvernement et l'Église catholique. Moi, à mon humble avis, il ne devait pas avoir de polémique. Pourquoi? Bon, nous vous entendons mal, mais comme le sujet là revient, il faut juste rappeler. Allô? Oui. Je voudrais intervenir à propos de ce qui se passe entre l'Église et le gouvernement. Oui. En principe, il ne devait pas avoir de polémique. Parce que dans le temps de Yansugbe Yadema, il y avait un certain Monseigneur Dossé Agnon. Quand il célébrait ses messes, il ne faisait que l'éloge du président Yadema. Il n'y avait pas de polémique. Et c'est maintenant que Kodjo, lui, défend les opprimés et les gens trouvent à parler. Vous savez qu'il y a une contradiction. Oui, mais l'ami, ce serait trop réduit, l'histoire du Togo juste à ces 2 épisodes. C'est une histoire assez riche qu'on n'a pas le temps de débattre ici. Mais juste pour revenir sur ce problème-là, le gouvernement qui dit que le Conseil justice et paix ne peut pas observer les élections parce que le gouvernement trouve que le Conseil a pris des positions en faveur d'un camp politique et que le gouvernement dit ne pas trouver de transparence dans les fonds du Conseil épiscopal Justice et Paix. Souffrez qu'on arrête cette polémique-là. Il y a des sujets autrement beaucoup plus importants qui doivent vous préoccuper. Et je crois savoir que M. Sandro va confirmer mes attentes. Oui, bonjour Sass. Bonjour. Moi, ce qui me préoccupe, c'est au sujet de la paix. La dernière fois, le président de la République a Sokoré, il a dû observer 1 minute de silence en mémoire des disparus pendant les 3 années dernières. Je me demande, au même moment, il nous disait que les forces de défense de sécurité sont bien équipées pour maintenant sécuriser notre territoire
contre les attaques venant de l'extérieur. J'aimerais savoir si, dans son mandat, il a pu déceler ce qui s'est passé réellement dans cette période. Est-ce que le Togo a été attaqué par une force étrangère sur notre territoire avant d'observer le minute de silence de la dernière fois? Et de la même manière, j'interpelle le gouvernement, et en premier lieu le ministre de la Sécurité, pour pouvoir prendre les gages nécessaires pour le 22. Il ne faut pas qu'après les élections, à la fermeture des bureaux de vote, on constate des rafles, ou bien pour l'intimidation des gens au centre de vote pour pouvoir les empêcher de suivre les dépouillements. Merci l'ami. Nous n'étions pas à Sokodé pour savoir ce que Faure Gnassingbé a fait et dit et pourquoi il a fait ainsi. Et pour l'action de sécurité, vous savez, la sécurité c'est quelque chose de tellement sensible que nous préférons plutôt laisser le soin au ministère de la Sécurité et à la FOSEP de nous mettre tous en sécurité avant le 22 février et après le 22 février. On va recevoir et terminer avec l'ami Didier. Bonjour. Oui, bonjour, Safou, bonjour aux auditeurs. Oui. Bonne arrivée, bon retour à l'Institut Goethe à Lomé. Non, Goethe était déjà à Lomé seulement. Il avait... Bon retour. Dans sa maison. Oui, bon retour dans sa maison, dans notre maison. Puisque l'Institut Goethe nous appartient tous en tant que Togolais. C'est l'histoire du Togo et de l'Allemagne. Bonne arrivée alors. Bon, ceci étant dit, frère, je pense que pour l'histoire de l'épiscopat, là, moi je pense que c'est que le gouvernement, c'est la capacité de l'Église à avoir détenu des preuves des élections dans tous les villages du Togo. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas rentrer dans cette polémique. Bon, moi, ceci étant dit, je voulais poser une question à M. Eric. Dans l'ancien programme du président, l'année aux élections passées, il y avait les 100+. Dans les 100+, j'avais vu qu'on devait avoir des stades dans toutes les préfectures. Comme je ne suis pas souvent à Lomé, est-ce qu'il peut me dire là où on a construit un stade dans les 5 ans passés? Merci. Eric, l'éditeur disait que dans sa campagne, au cours de sa campagne pour 2015, le candidat Faure Gnassingbé promettait un stade dans chacune des grandes villes du Togo. Lui cherche, il n'a pas encore trouvé. Est-ce que vous pouvez lui indiquer là où ces stades sont construits? Je vais voir. Attends. Même dit, il y a des choses que nous n'avons pas pu faire. Donc, logiquement, ça peut faire partie... Il y a un petit souci avec votre micro. C'est bon? Oui. Je disais que le candidat lui-même disait qu'il n'a pas pu tout faire. Donc, ça veut dire que ça peut aussi faire partie de ceux qui n'ont pas pu réaliser. Attendons de voir. Merci à vous qui nous écoutez, vous qui nous enrichissez par vos contributions. Il y a des choses qui nous échappent, que vous nous apprenez, vous attirez également notre attention sur d'autres aspects. C'est comme ça que la réflexion se fait plurielle. Et à l'endroit de Papa Sibiti, ce bon Koutokoli qui connaît les proverbes, en effet, je peux lui rappeler que Enounya a dit Doé, le Togo a beau être petit, mais il est grand. Et le Togo a besoin des bras et de la tête de tous ses fils et filles pour aller de l'avant. D'autant plus que nous bénéficions de l'accompagnement culturel des Allemands par le Goethe Institut. Monsieur le directeur, vous avez écouté beaucoup d'auditeurs qui vous souhaitent bon retour de Goethe dans votre maison. Oui. Après le vernissage de ce soir et l'exposition qui va suivre, sûrement que vous nous préparez encore de très belles choses pour les semaines, mois à venir. Effectivement. Donc, l'Institut a regagné ses locaux à Coq-et-Timé, au Grand Marché. Et depuis la semaine passée, la bibliothèque de l'Institut est de nouveau ouverte et nous profitons de l'occasion pour inviter les lecteurs qui détiennent encore des matériels en leur possession de venir les rendre à la bibliothèque et qu'ils peuvent de nouveau profiter du fonds de la bibliothèque. Donc ce soir, l'exposition Nexus dont le commissaire est Eric Wananou, ici présent. L'exposition sera donc ouverte par son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Togo à partir de 19h et les visiteurs pourront passer tous les jours de lundi à samedi entre 9h et 17h pour visiter l'exposition jusqu'au 20 mars 2020. Et à part cette exposition, nous prévoyons une soirée musicale pour la fin de ce mois. Donc, dans quelques jours, nous allons en donner beaucoup plus de détails et nous comptons à partir
de mars et du deuxième trimestre 2020, relancer notre programme de soutien à la scène culturelle locale qui nous permet de lancer un appel à projets, ce qui donne l'occasion aux artistes de soumettre les différents projets, et les meilleurs projets sont sélectionnés par un jury composé de personnes externes au Goethe Institut, d'experts externes au Goethe Institut. Merci. Goethe qui revient en force, d'autant plus que Goethe sait compter sur des artistes comme Cham ou bien Eric Onan, si vous préférez. Oh, les deux, je réponds désormais aux deux. Mais donc, pour préciser que l'accès au Goethe à partir de 18h est libre. Il n'y a pas de barrage, on peut accéder très facilement au lieu. Le vernissage démarre à 19h. Les Allemands sont ponctuels. Voilà, oui, heure allemande. Donc, soyons nombreux pour venir souhaiter bon retour au Goethe dans ces locaux. Soyons nombreux pour venir soutenir. Heure allemande. Heure allemande, oui. Soyons nombreux pour venir. 19h. Elle n'est pas allemande. Donc, heure locale. Elle n'est pas allemande. Parce que quand tu dis heure soyons allemande, à l'heure. Voilà. Soyons à l'heure, voilà. Et donc, pour aussi entourer 13 artistes avec une trentaine d'œuvres, écouter de la musique et partager un bon moment ensemble. Merci à vous, monsieur le directeur, et à vous, notre consultant Art Cham, que nous allons retrouver très prochainement. La ponctualité des Allemands ne rentre pas l'heure allemande. Merci. Eh bien, Primus, quand vous avez arraché le micro, vous la gardez pendant 30 secondes. Votre conclusion et votre carton. Non, je suis content que le Goethe Institut soit ouvert. Le directeur aime la culture et son centre aussi, son institut aussi. Les élèves qui veulent étudier l'allemand ont maintenant la possibilité d'y aller. Ils le font déjà aussi depuis. C'est le moment de donner mon carton? Oui. Ce matin, j'ai un carton vert. Pour qui? Oui, il n'ira pas à l'Institut Goethe puisqu'il est là. Mais de toute façon, on n'attribue pas le carton à un sujet qu'on a déjà débattu. Il ira plutôt à leur concurrent, à l'Institut français du Togo. Plutôt à leur partenaire. À leur partenaire. Pour avoir fait venir Myriam et Amadou. Amadou et Mariam. Et Mariam, oui. Ces deux non-voyants font 150 concerts dans le monde et sur les 5 continents du monde par année. Chapeau. Et nous avons été contents que c'est l'Institut français. Et pour cela, carton vert. Eric espérons que la prochaine fois, l'Institut Goethe, le Goethe Institut nous amènera aussi des célébrités allemandes. Warum nicht, comme dirait l'autre. Eric Johnson. Pas de carton en attendant, je peux conclure. Vous avez 30 secondes. 30 secondes, ok. Non, mais écoutez, je voudrais dire que les périodes de campagne sont des moments où les Togolais sont courtisés. Leurs préoccupations sont prises en charge par des gens qui veulent leur voix. Je souhaiterais que, après ce scrutin-là, que le capital humain soit véritablement pris en compte dans toutes les décisions, que les Togolais soient mis au centre de toutes les préoccupations, que tout ce que celui-là qui sera élu, que son gouvernement prenne en charge les préoccupations des Togolais pour que la pauvreté ambiante là soit quand même réduite à un niveau acceptable. Merci d'adresser ce message aux 7 candidats et surtout à celui qui sera élu au soir du 22 février ou bien au petit matin du 23 février, pourquoi pas. Isidore s'assoit, Tialo Akolo. Je ne vais pas demander mon carton. Vous avez dit que vous n'avez pas de carton. Non, Isidore. Je prends la balle au bon. Si en 15 ans, la pauvreté est ainsi ambiante, ça veut dire que le bilan est difficile à défendre. Et souvent, faire un vœu que les dernières heures qui arrivent soient pacifiques pour la campagne, qu'il n'y ait pas des accrochages ou de télescopage entre les candidats qui sont revenus du Nord pour ou qui y vont aussi. Mais je crois que les heures à venir seront vraiment très mouvementées
Et je souhaite que la paix sociale puisse être préservée. Et profiter de l'occasion pour dire bon retour à un ami, à nous tous, Séraphin Adjogan. Séraphin Adjogan, bon retour à vous aussi. Et bien sûr, ce que j'ai cru comprendre de vos trois propos, souffrez que je revienne encore sur le rêve de présence chrétienne au soir du 22 février. Que la connexion Internet ne soit pas coupée, que l'électricité ne soit pas coupée, et on verra si les Togolais, si les Togolais sauront, et nous saurons tous, si Faure Gnassingbé aura eu raison de briguer un 4e mandat, si Guillaume Kodjo mérite effectivement la confiance des Togolais, si Jean-Pierre Fabre s'investit réellement pour la bonne cause, si Tchaboré Gogué, Georges William Kouessan, Mohamed Tchassona et Komi Oulou n'auront pas démérité, alors y aura-t-il alternance ou continuité? L'essentiel c'est que le meilleur gagne dans toute la transparence, en toute sérénité et dans la paix, et ainsi la culture va nous transporter sur ces aires d'évasion. C'est fini pour aujourd'hui. Merci encore une fois à vous trois confrères, à nos deux. Ce soir à 19h à Goethe et à demain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.